Donc, je voulais remercier chaleureusement Maurice pour m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir en plus de commencer la série de présentations. Alors, je ne vais pas être trop technique. Comme l'a dit Maurice, je vais m'orienter surtout vers l'aspect recherche de la solution, co-construction d'une solution avec les clients. Donc, comment faire le bon choix et disposer des services attendus dans vos bâtiments. Alors, une très grosse question. En fait, dans cette question, on va parler de choix, on va parler de services, principalement, qui sont attendus par les clients. Donc, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, et Maurice l'a bien expliqué tout à l'heure, l'IoT, les capteurs, on a une offre pléthorique. Il y a énormément de technologies, de capteurs. On se rend compte que les différents réseaux ne sont pas forcément tous identiques. Leurs objectifs ne sont pas les mêmes en fonction des fréquences, en fonction des consommations. On a aussi les données qui sont générées qui ne sont pas forcément les mêmes. Et quand on combine ces trois critères, on se rend compte qu'on a une infinité de solutions. Alors, comment s'y retrouver avec ces technologies ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que la problématique du client, en face de la problématique du client, mette la bonne solution ? Alors, c'est la question qu'on se pose. Ce qu'on propose, c'est une approche plutôt service, plutôt qu'une approche produit. Si vous demandez à un client, si vous prospectez et que vous allez voir 3, 4, 5 solutions, très vite, le client va se retrouver un petit peu perdu. Il ne va pas savoir quelle est la bonne solution. Bien évidemment, les présentations de solutions sont toutes bonnes. Les commerciaux sont très forts en général. Ils vous diront tous que c'est la meilleure solution. Elles ne se valent pas toutes. Elles sont toutes bonnes, ça c'est vrai. Mais elles ne sont pas toutes adaptées à la problématique spécifique du projet. Et donc, vous avez compris que l'approche va être plus humaine au départ. On va commencer par écouter les besoins spécifiques de chaque projet. On va intégrer les impératifs. Ils ne sont pas forcément toujours les mêmes. Parfois, on a un impératif économique, un impératif de sobriété, un impératif de budget, un impératif de bilan carbone. On va plutôt rechercher une solution qui a faible empreinte carbone. Et puis ensuite, on va co-construire la solution. J'aime bien ce terme, puisqu'en fait, on ne va pas proposer une solution et puis attendre la fin du projet. On va la co-construire. Souvent, on va être obligé en cours de projet de faire des adaptations. C'est logique, c'est la vraie vie d'un projet, à s'adapter aux événements qui surgissent. Et pour cela, j'aurais tendance à dire, on en a un petit peu parlé avant, l'AMO Smart, faire un peu de promotion sur ce métier qui est un peu nouveau et qui est pas moins indispensable sur les gros projets du numérique. C'est le partenaire des projets des bâtiments intelligents. Alors, comme par hasard, bon, c'est un peu une blague, c'est exactement le titre d'un livre qui est sorti l'année dernière. Alors, l'AMO Smart, à quel moment on va intervenir ? On va intervenir idéalement lors de la conception du bâtiment. Pourquoi ? Parce qu'on va intervenir au moment où on est capable de coder l'ADN du bâtiment, l'ADN numérique, et être capable justement d'éviter d'avoir à revenir en arrière, à faire des modifications, à modifier des systèmes qui ont été conçus et qui ne sont pas forcément interopérables à l'arrivée. On va intervenir aussi au moment de la réalisation, idéalement pour être certain qu'au cours du projet, on ne va pas dénaturer les objectifs initiaux parce que pour les problèmes économiques, on va penser faire des modifications. C'est un peu comme anarchie. On va changer une couleur, on va changer un matériau et à la fin, ça ne ressemblera plus du tout à ce qu'on avait prévu au départ. On va aussi intervenir lors du commissionnement, phase extrêmement importante qui souvent est minimisée, voire oubliée dans certains projets et qui font qu'on va avoir des galères, excusez-moi le terme, pendant un certain nombre d'années parce qu'on n'a pas bien mis en service un bâtiment. Et enfin, réception du bâtiment et l'exploitation, extrêmement importante. On l'oublie, on doit impliquer, il faut savoir que c'est quand même 80 à 90% de la durée de vie du bâtiment. On va concevoir, on va construire, mais ensuite on va l'exploiter. Alors, j'en parlais tout à l'heure, le livre en question, ça s'appelle AMO Smart, le partenaire des projets de bâtiments intelligents. Il est sorti il y a un peu plus d'1 an. Bon, il a été pas mal diffusé. Il y a encore des exemplaires, comme il est en plus numérique, donc c'est limité. Donc, je vous invite fortement à vous rapprocher de moi pendant cette journée, parce que je vais rester aujourd'hui toute la journée. Je suis à votre disposition. Muriel est là aussi, pour vous expliquer un peu son contenu, ses objectifs. La commission AMO Smart, que j'ai le plaisir de présider,
continue avec de nouveaux collègues qui nous ont rejoints, de grandes entreprises ou jusqu'à des petites entreprises individuelles. Et on fait un travail qui est extrêmement intéressant d'échange et qui nous permet donc de faire avancer le pilotage des projets avec un AMO Smart. Alors, on ne va pas prendre les chapitres du bouquin pendant une demi-heure, n'ayez pas peur. On va plutôt s'attacher à gérer 2 cas d'usage que j'ai choisis, qui sont totalement différents l'un de l'autre, qui montrent que l'association entre le numérique et l'humain nous permettent d'aller très très loin. Premier cas d'usage, j'ai commencé par la fin, parce que je suis un petit peu, j'aime bien faire les choses un peu à l'envers des fois. On va commencer par le Smart FM. Le Smart FM, c'est l'exploitation du bâtiment. C'est dans tous les bâtiments, donc on arrive sur un bâtiment, ça fonctionne, il fait bon, il y a la bonne luminosité parce que c'est bien exploité. Donc ce cas d'usage est assez intéressant puisqu'en fait c'est un client qui est grand utilisateur, comme beaucoup de clients avec lesquels on travaille, et son besoin, ça a été le confort des occupants et l'optimisation des surfaces. Alors ça fait partie des 3 principaux drivers actuellement que les clients ont. C'est rechercher quel est le taux d'occupation de mes espaces, parce qu'avec le télétravail, avec les différentes modifications des modes de travail, on ne sait plus trop. Et aussi le confort des occupants, puisque les gens ont envie de venir au travail en se sentant bien et en étant certain que tout est bien géré. Et en fait, la solution et surtout le point important, c'est qu'on n'avait pas la possibilité de modifier l'infrastructure du bâtiment. On n'arrive pas sur un bâtiment et on dit au bailleur, écoutez, votre GTB, on va la mettre à la poubelle, on va la changer. Ça n'existe pas. Donc on va essayer de mettre une couche applicative et une couche matérielle qui soit totalement indépendante. Donc là, on s'est tourné vers du réseau LoRa avec une solution clé en main, très facile à poser et surtout avec un budget extrêmement faible. On est sur du FM. Donc on travaille sur de la charge, donc sur de l'OPEX. On n'est pas capable d'aller sortir un gros billet pour tout changer. Donc on a installé un centre de capteurs, des capteurs des capteurs qui sont basés sur le réseau LoRaWAN. Je vous montre tout de suite les résultats. Donc on a fonctionné sur 3 cibles. La première, c'est le comptage des personnes en mettant des capteurs de comptage au niveau de chaque étage. Alors on a commencé soft en équipant un étage. On a regardé ce que ça donnait et puis le client étant très content, on a déployé sur l'ensemble des 25 000 m² du bâtiment des comptages de personnes pour savoir quels étaient les flux, étage par étage et bâtiment par bâtiment, des capteurs de qualité de l'air, température, hygrométrie et taux de CO2, et des équipements permettant de récupérer les informations de tickets d'incident sur les sanitaires. Pourquoi ? Parce que les sanitaires, c'est un des postes les plus importants de l'entreprise, où on a envie que ce soit propre, on a envie que ce soit bien approvisionné, etc. On s'est rendu compte, la durée de mise en service d'un système tel que je le décris se compte en demi-journée. C'est très très rapide. On a des capteurs qui sont positionnés très rapidement. On les enregistre sur le réseau, donc les gens qui sont dans l'assistance connaissent un petit peu le sujet. C'est techniquement pas très compliqué. On s'attache surtout à vérifier la qualité de la donnée. On va être sûr que ce qu'on mesure, c'est bien. Donc on ne mélange pas des degrés Celsius et des degrés Fahrenheit, bien sûr. C'est l'exemple que j'aime bien prendre. Les moyennes ne sont pas bonnes. Et ensuite, on va avoir un dashboard. Alors, ce qui était intéressant, et le client l'a soulevé, c'est que comme le client il a une vue du coup en temps réel sur la qualité de la prestation du Facility Manager, puisqu'on a les températures, on a les hygrométries, comme c'est lui qui pilote la clim, si ça ne marche pas, on le voit tout de suite. Donc, c'est un challenge avec un échange vraiment très transparent avec le client et qui donne satisfaction et qui permet de se rendre compte qu'on a des taux qui sont corrects, on a des qualités de l'air qui sont plutôt bonnes. Et concernant l'anecdote, concernant la partie occupation, on s'est rendu compte qu'on avait un peu de place, qu'on avait quand même une flexibilité assez intéressante qui a permis aux clients, il n'y a pas très longtemps, de récupérer 30 ou 40 personnes de plus dans les mêmes espaces. Donc, je ne fais pas le calcul, il est évident, vu les prix des mètres carrés, leur permettant d'aménager différemment les espaces pour accueillir plus de gens. Voilà pour ce premier cas d'usage qui correspond à une installation de faible coût, j'insiste, on a vraiment un tout petit OPEX derrière, avec un très grand retour sur investissement, puisqu'en fait on a obtenu ce que l'on désirait avec un investissement très très léger. Le second cas d'usage, c'est un cas d'usage que j'ai conseillé qui est totalement différent, c'est un BFAR, un bail en futur état d'achèvement,
avec une rénovation lourde. Donc on est sur du 10 000 m² en plein Paris, des bâtiments qui sont assez coûteux en termes de loyer. Et on se rend compte que, alors on fait appel à un AMO pour dire voilà, est-ce que les solutions qui ont été prévues par le bailleur sont celles qui vont convenir par rapport au service que je recherche? C'était la question. Donc je positionne aussi le sujet, le contexte, mettre en œuvre une solution innovante. Alors c'est pas toujours gagné, vous allez voir pourquoi. Ensuite, avoir le triple play, hein, confort, sobriété, parfois un peu antinomique, hein, et puis ensuite flexibilité. Donc on va pouvoir optimiser nos mètres carrés à cause des prix, hein. On va vouloir avoir un confort hors du commun, on a une qualité de confort inégalable, et surtout on va vouloir être sobre. Donc pour associer tout ça, sans le digital, sans le numérique, c'est un peu compliqué. Le contexte est simple, on arrive sur un projet où sur du BFA, on est en général entre le moment où on a fait on a ouvert la première page blanche pour écrire le projet et le moment où on commence les travaux, il se passe 5 ans. Il se passe 5 ans. 5 ans, c'est ce qui se passe entre aujourd'hui une génération de matériel et une nouvelle génération de matériel. C'était le cas, donc on était sur une technologie vieillissante qui était vraiment éprouvée, mais qui avait été choisie. Et au gré de visites chez des constructeurs, j'avais trouvé une solution qui était plus récente, qui était en cours de déploiement et de commercialisation. Et donc on a osé avec le client, avec qui on a travaillé en commun, de demander à ce qu'on modifie le cahier des charges pour pouvoir mettre ces fameux capteurs qui n'étaient pas encore sortis et qui allaient sortir et qui permettaient d'installer un produit innovant en remplacement d'un produit qui était un peu vieillissant, mais qui fonctionnait toutefois, mais qui donnait pas forcément, qui apportait pas le service attendu. Donc on s'est rapproché du constructeur, que vous allez tous reconnaître, hein, pour positionner un capteur qui est capable de compter les personnes. Jusqu'à présent, on comptait une présence en disant il y a quelqu'un dans la salle ou il y a personne. Maintenant, on est capable de dire combien on a de personnes. Ce sont des capteurs qui sont basés sur une reconnaissance thermique. Donc je vous montre tout de suite la solution, hein. On est bien placé en plus pour la voir. Ce capteur a été positionné, je crois, pour la première fois sur un bâtiment de 10 000 m² sur Paris. Bon, je vous dis pas que ça a été simple, parce que quand on installe des nouveaux capteurs, des nouvelles solutions, on essuie un peu les plâtres, hein. On a fait évoluer le produit, on l'a installé. Ce capteur, initialement, il est capable de piloter la climatisation, la ventilation, le chauffage en fonction de la présence réelle des personnes pour optimiser les consommations. Donc nativement, on avait déjà rempli une case, c'était la sobriété, mais on voulait aussi disposer du comptage des personnes pour d'autres fonctions, la fonction de management de la présence des personnes, puisqu'on était en flex office. Donc on a demandé au constructeur de nous délivrer les données sur une base qui soit commune, ce qui a été fait, hein, puisqu'on avait un cloud disponible. Et au lieu d'avoir les nombres de personnes capables d'être comptées dans un espace de confort, on était capable de savoir exactement, par petite unité, on le voit sur le plan que je vous ai donné, par petite unité jusqu'au bench de 6 personnes, combien il y a de personnes installées. Donc la mise en commun sur une base de données commune de ces données nous a permis d'alimenter aussi une application mobile et un site intranet permettant de gérer une flexibilité des personnes dans le bâtiment. Donc là, on est au cœur de ce qui ne se faisait pas il y a 20 ans et qui se fait maintenant, c'est qu'on a une donnée, on la met sur une base et elle est valable pour un certain nombre de process. Donc on a une interopérabilité qui a été mise en place qui n'existait pas au départ. Et ça a été grâce à la bonne volonté de chacun, hein, parce que vous avez des projets qui ne se passent pas comme ça, hein, où ils ont été d'accord pour modifier le projet, pour changer les produits, pour remettre un peu en question le choix initial. Bilan de l'opération sur ce projet-là, un bilan extrêmement positif, puisqu'en fait, on a un taux de flex de 55%, ce qui est assez intéressant, puisqu'en fait, on est capable, mais ça ne s'obtient pas comme ça, c'est-à-dire qu'on a un taux de flex de 55%. Si vous ne savez pas pertinemment à quel moment vous allez arriver pour trouver un poste de travail, ça ne fonctionne pas. Donc on a effectivement, on agrège des déclarations de présence avec la présence réelle délivrée par les capteurs. On fait un petit peu d'algorithmique. Je ne vais pas parler d'IA parce qu'on parle d'IA un petit peu trop toutes les choses. C'est plutôt de l'algorithmique, hein. On va un petit peu, par exemple, conserver un poste occupé pendant 2 heures pour être sûr qu'on ne va pas surestimer la disponibilité.
Tout ça, ça fonctionne très très bien et on se rend compte qu'au bout de quelques mois, l'enquête de satisfaction qui a été faite donne 95% de personnes satisfaites. Donc on a à la fois gagné sur tous les plans, puisqu'en fait on a eu du confort, on a eu de la flexibilité, et avec le recul, puisqu'on travaille sur du FM, sur le Facility Management maintenant sur ce site-là, on se rend compte qu'avec du recul, ça fonctionne bien et les exploitants gèrent bien le produit, hein, donc, qui n'est pas forcément évident pour les produits aussi sophistiqués et aussi nouveaux. Voilà pour ces deux cas d'usage. Je n'ai pas regardé l'heure, mais je pense que je suis dans les temps. Et donc je suis à votre écoute. Alors, avant tout, j'oubliais, l'AMO Smart. Je vais quand même remettre une petite couche. Hein. La clé de la réussite des projets numériques, pourquoi ? D'abord parce qu'on positionne l'humain au cœur du projet. On n'est plus sur un choix technologique et à la fin on se rend compte que ça ne marche pas. En caricaturant un petit peu. Qu'est-ce que l'humain va faire ? Il va instaurer d'abord un dialogue entre les parties prenantes. C'est un petit peu une petite synthèse du livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Il instaure un dialogue qui n'existe pas forcément. On va désiloter un peu les corps de métier sur le projet. Et enfin, on va apporter une expertise transverse. C'est un petit peu la différence entre un AMO classique et un AMO Smart. C'est qu'on va avoir les compétences. On a la curiosité technologique qui nous permet de savoir exactement quels sont les différents produits, pourquoi ce produit est plus adapté que l'autre. Et donc, on va être capable d'échanger avec les constructeurs et avec les clients. Et en plus, on va garantir une interopérabilité native qui permettra au bâtiment ensuite d'être plus souple, d'être certifié, puisque si on n'est pas interopérable, il y a beaucoup de certifications qu'on ne peut pas avoir, comme R2S notamment. On va intégrer le bâtiment au process IT et de cybersécurité, puisque quand on a un bâtiment, un smart building, c'est beaucoup plus facile de le sécuriser que quand on a un bâtiment avec plusieurs accès WAN, etc. On va ensuite fiabiliser les systèmes lors du commissionnement, la phase importante dont je parlais tout à l'heure. Donc on va éviter d'avoir 5000 GPA pendant 2 ans, hein, par exemple. On va essayer de les réduire au maximum. Et enfin, on va pérenniser l'investissement et optimiser les budgets d'exploitation. Un bâtiment, un smart building bien conçu, bien installé et bien réceptionné permet d'avoir un retour sur investissement extrêmement rapide. Donc maintenant, je suis cette fois-ci à votre écoute si vous avez des questions. Je sais pas, oui. Oui, bonjour. Merci de cette présentation. Vous venez de parler de retour sur investissement. Quelle est la durée moyenne du retour sur investissement que vous avez constaté ? Alors, sur le premier projet, il est extrêmement court, puisqu'en fait, on parle d'investissement. Alors déjà, c'est pas d'investissement, ce sont des OPEX. On va avoir, pour le projet en question, on est sur 25 000 m². On avait un coût global de mémoire de 21 000 € sur 3 ans, donc c'est rien du tout. Donc on a un retour d'investissement qui est très court, qui est moins d'1 an, avec au niveau des investissements. Après, l'investissement, le gain, il n'est pas forcément toujours facile à calculer. Moi, j'aime bien parler de retour sur investissement sur du long terme, puisqu'en fait, quand on exploite un bâtiment, il faut voir sur du long terme ce que ça va donner. Alors, rien que sur l'aspect énergétique, je crois qu'on a économisé, on est parti sur des bases de 2-3 ans de retour sur investissement, parce qu'on va travailler sur la solution qui a été déployée par rapport à la solution qui était prévue initialement. On ne peut pas faire de bâtiment sans GTB, bien évidemment. Donc là, on est sur des retours sur investissement qui sont très courts, mais il faut savoir effectivement ce qu'on y met. Quantifier le bien-être au travail en retour sur investissement, c'est pas toujours facile. Certains disent, je crois que c'est Gartner, disent que quelqu'un qui travaille pas bien, il perd 10 700 € par an. J'avais ce chiffre en tête. Donc on est capable de faire des calculs de ROI assez fins, mais après on peut toujours discuter, challenger les valeurs. Quand on prend tout en compte, on est sur des retours sur investissement qui sont vraiment inférieurs à 3 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je n'ai pas regardé dans le chat. Je ne sais pas si on a eu quelques questions dans le chat. Regardez. Non, alors juste pour préciser, pour les personnes qui sont en distanciel, n'hésitez pas également au cours des différentes interventions à faire part de vos questions, remarques. On les traitera en fin d'intervention pour laisser d'abord s'exprimer le speaker, et puis ensuite on les adressera, donc n'hésitez pas. Et donc s'il y a des questions complémentaires qui viennent et qui sont posées ensuite
Voilà. Voilà, donc il y a une question qui est posée ici justement par Pierre. Est-ce que la mise en place d'un smart building est intéressante? Bon, j'imagine que, quelle que soit la taille du bâtiment, j'imagine que tu vas pas répondre Alors, je en pense disant que non, ce n'est pas la question, c'est surtout la fin, c'est quelle que soit la taille du bâtiment. Alors, moi, je pense que sur un très gros bâtiment, je pense que c'est indispensable, parce qu'en fait, les économies d'échelle, sur notamment l'énergie, sont intéressantes quand on est sur un gros bâtiment. Pourquoi? Parce que gros bâtiment égale optimisation des surfaces. Quand on a le code du travail qui impose une ventilation de 30 mètres cubes par personne en salle de réunion et 25 en open space, quand on compte les personnes et qu'il y a 2 personnes au lieu de 20 dans la salle, vous avez compris, hein, ça va très très vite. On est capable d'optimiser, je crois qu'on est entre 15 et 40% d'économie. On a fait des calculs, notamment avec les solutions Schneider Electric. On est entre 15 et jusqu'à 40% d'économie quand on fait un peu quand on pousse le système très loin. Donc c'est hyper intéressant. Pour les petites surfaces, ça dépend des clients. Il y en a qui vont juger ça inutile. Dans ces cas-là, la MO dira mettez rien du tout. Hein. Il n'y aura pas ça quand même. Là. Voilà. Et puis on essaie quand même de. Mais il y a toujours un intérêt sur les petites surfaces à être capable de savoir que la qualité de l'air est au rendez-vous. C'est bien de savoir s'il faut ouvrir les fenêtres ou pas en fonction de l'air extérieur et de l'air intérieur. Donc ça aide. Donc il y a toujours un intérêt et on trouve toujours une solution, notamment grâce à l'IoT qu'on a installé sur le premier cas d'usage, qui est vraiment pas cher et qui permet donc de faire le job avec une installation très rapide. Et surtout, on peut repartir avec. On décolle ses capteurs, on débranche sa gateway et on repart avec et on l'installe ailleurs. Voilà. Donc la réponse, Pierre, c'est qu'il faut mettre beaucoup de smart building, encore Voilà. plus de smart building, puisque là, en l'occurrence, c'est la ville de Lambersart. Donc j'incite encore plus la ville de Lambersart à rajouter du smart building. Merci Pierre pour cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui. Ah, voilà, les langues se délient. Merci. Alors j'ai une question assez généraliste. J'aimerais savoir, selon vous, comment va évoluer le marché de l'IoT dans les 5 à 10 ans à venir? Waouh. C'est très généraliste. Alors, le numérique, c'est bien. Alors, la boule de cristal, même l'IA, je ne suis pas sûr qu'elle pourrait répondre à cette question. Moi, je pense que, alors, il y a déjà eu une évolution. L'IoT, quand ça a commencé, on avait pléthore d'offres dans tous les sens. On ne savait pas. Alors, aujourd'hui, ça se structure un peu plus. On commence à avoir des réseaux qui sont très fiables et qui se limitent en quantité. Et les gros constructeurs s'y sont mis. La grosse différence par rapport à il y a 10 ans, c'est que jusqu'alors, on avait des réseaux qui étaient un petit peu indépendants. Et vous aviez d'un autre côté les gros constructeurs, les majors, qui avaient leur réseau à eux. Et en fait, ça a changé. Aujourd'hui, on retrouve du LoRa chez Schneider, on retrouve pratiquement toutes les passerelles de communication qui existent chez les gros constructeurs. Et ça veut dire qu'en gros, on va avoir de l'IoT maintenant dans toutes les nouvelles constructions de façon systématique. Donc ça se structure. Les grands constructeurs travaillent aussi avec des startups. Ça se fait de plus en plus. Ils vont aller chercher l'intelligence là où elle est et ils capitalisent. Et donc c'est un changement de posture qui fait que je pense que l'IoT va se généraliser, mais il va se structurer il va gagner en fiabilité parce qu'ils vont apporter aussi leur patte industrielle qui permet aux produits d'avoir une plus grande pérennité dans le temps. On n'installe pas les capteurs et on se dit pas au bout de 3 mois, la société a fait faillite, on va tout changer. Donc voilà, c'est un petit peu le petit côté un peu beaucoup plus sécurisant d'avoir de l'IoT estampillé d'une grande marque et qui est en train de se mettre en place un petit peu de façon généralisée. Plus que des petites fuites de chasse ou autre. Mais là, il y a un petit souci, là. D'autres questions? C'est la beauté du direct. Hein. Ouais, juste peut-être quand même pour dire sur l'IoT quand même pour exprimer le sujet, je pense qu'aujourd'hui, vu l'accélération de l'adoption des technologies et le désamour pour certaines technos ou pour nouvelles technos, je pense que l'IoT déroge pas à la règle et comme aujourd'hui avec l'émergence de l'IA qu'on n'avait pas forcément vu venir aussi vite et plein d'autres technologies qui sont arrivées de façon subite. La seule chose, on va dire le seul élément, on va dire certain, c'est que ce que disait Jacques, la standardisation c'est un élément fondamental. Le problème c'est que dans l'IoT on a des standards par verticaux. Et donc c'est beaucoup plus compliqué d'imaginer one size fits all, ça n'existe pas. Donc on va avoir évidemment des silos technologiques, mais il faut de l'interopérabilité. Et après, savoir quelle technologie gagnera, je pense que c'est compliqué de prédire quoi que ce soit aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est plutôt construire des choses qui soient interopérables.
Et ce qui va favoriser le déploiement, c'est aussi la perception de l'IoT par les consommateurs. Jusqu'à il y a un certain temps, les gens avaient peur des capteurs. C'est quoi ce capteur? Aujourd'hui, on a des capteurs partout, y compris chez nous. Donc le fait qu'on vit avec des capteurs autour de nous, c'est un petit peu, ça dédramatise le sujet. Et on se rend compte que quand on va au bureau, on retrouve des capteurs aussi. Et puis on se rend compte que finalement, le côté positif, c'est que ça nous apporte des informations intéressantes.